Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est très fortement inspiré de l'épreuve de mathématiques de spécialité de baccalauréat, de spécialité Asie Math 1, pourquoi je dis Math 1 comme si c'était les concours, Asie jour 1 2026, donc le 9 juin 2026. Donc c'est l'exercice 4 qui est, enfin quand je dis très largement inspiré, c'est c'est l'exercice 4 que j'ai remanié pour complexifier un petit peu les choses juste sur des questions pas qui m'agace, mais bon, on admet qu'elle est dérivable, que telle fonction est dérivable et que sa dérivée est machin, et trucs comme ça, alors qu'on aurait pu vous faire le calcul. Voilà, je me prive pas de le faire. Évidemment, le jour J, si on vous fait admettre qu'une fonction est dérivable, vous faites pas de zèle et vous dites pas, non, moi je vais vous justifier qu'elle est dérivable. Non, tais-toi, on admet qu'elle est dérivable, tout va bien. Donc voilà, Dommage j'ai parce que j'avais plein de choses à remanié un dire. petit peu certaines questions, j'ai enlevé certaines indications. Il y a un tableau de variation qui était carrément donné, donc je l'ai enlevé. Bon, je me suis permis ça. J'ai trouvé ça quand même intéressant comme sujet, notamment la fin. J'ai trouvé rigolote et relativement original pour un sujet de bac. Donc voilà ce que ça donne. Alors, avant de lire l'énoncé, c'était un exo en 5 points, donc un peu moins d'une heure. Voilà, si on considère qu'on a 20 points, 4 heures pour 20 points, en fait on n'a pas vraiment 4 heures, on a un peu moins de 4 heures, il faut compter un peu le temps de relecture, etc. Mais là, bon, comme j'ai supprimé des questions, etc., et que j'ai complexifié un peu la chose, on pourrait dire, allez, donnez-vous, terminal, maximum 1 heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. On considère la fonction g définie sur 0 de pi fermée par g de x égale x cos x moins sin x, oui, aussi c'était pour me permettre de compléter ma playlist de trigonométrie, ça ne regarde pas, mais de terminal. Bon, il n'y a pas beaucoup d'exos, donc c'était l'occasion rêvée. Petit 1, déterminer le tableau de variation complet de g sur 0 de pi fermé. Petit 2, montrer qu'il existe un unique réel alpha appartenant à pi de pi fermé, tel que g de alpha égale 0. Petit 3, en déduire le tableau de signe de g sur 0 de pi. Ensuite, on considère la fonction f définie sur 0 ouvert de pi fermé par f de x égale sin x sur x, sinus de x sur x. Petit 4, déterminer le sens de variation de f sur 0 ouvert de pi fermé. Petit 5, déterminer la limite de f en 0. Petit 6, on considère deux réels r et s tels que 0 strictement inférieur à r, strictement inférieur à s, strictement inférieur à pi. Montrer que r sur s est inférieur strictement à sinus r sur sinus s. C'est parti. Comme on a dit, 1 heure de réflexion et de recherche maximum avant de regarder la correction. Déterminer le tableau de variation complet de g sur 0 de pi fermé. Bon, voilà, tableau de variation complet pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bon, bah, on va étudier la variation de g. On va expliquer que g est dérivable sur 0 de pi fermé par produit et somme, une différence qui revient à une somme avec l'opposé de fonction dérivable. Ok. Très bien. Si le jour J, le jour du bac, vous n'avez pas à justifier la dérivabilité, c'est tant mieux. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est bien de garder ce genre d'habitude pour le supérieur, où on va demander quand même de justifier certaines dérivabilités, etc. Peut-être pas de cette manière-là, peut-être pas de trucs aussi triviaux, mais quand même, voilà, c'est bien de garder ça en tête. Pour tout x appartenant à... précision sur l'énoncé au cas où il y a une incompréhension, parce que j'ai légèrement modifié, comme j'ai dit, le sujet. Pour la question montrer qu'il existe un unique réel alpha appartenant à ça. Donc en fait, il faut montrer que sur cet intervalle fermé, sur ce segment, il y a un unique réel qui vérifie ça. On prétend pas que c'est le seul réel qui vérifie ça. En l'occurrence, si vous vérifiez, vous pouvez voir que g de 0, facilement, ça fait 0, voilà. Mais qu'il y a un seul réel sur cet intervalle qui vérifie cette chose. Okay. Très bien. Pour tout x appartenant à 0 fermé de pi fermé, g' de x égale, je dérive ça comme un produit et une somme, donc là j'ai un produit, u de x, v de x, u' de x, v de x plus u de x, v' de x, donc ça va me faire 1 fois cos x, plus x fois la dérivée de cos, évaluée en x. La dérivée de cos, c'est moins sin, donc ça va faire moins x sin x, moins la dérivée de sinus évaluée en x, donc moins sinus' de x, donc moins cos x. Allez, tu vas rentrer moins cos x. Ça fait donc moins x sin x. Ok, alors, bon ben, g' est du signe de moins sinus, parce que x est positif sur 0 de pi, et je mets entre parenthèses, pour être très précis, et ça annule en 0. En 0, pardon, je veux dire, pour x égale 0, bon ça fait 0, ok. Le signe de moins sinus sur 0 de pi. Donc il faut connaître le signe de sinus entre 0 et 2 pi. Petit cercle trigo pour moi-même. Hop là. Hop, je vais de 0, l'angle va de 0 jusqu'à 2 pi. Là je suis, donc le sinus se lie en ordonnée.
si j'ai un x qui est là, son sinus se lit là, et ben sur cette zone-là, de 0 à pi, le sinus est positif, de pi à 2pi, le sinus est négatif. D'où le tableau de signes suivant pour, alors, g', g' de x pour x entre 0 et 2pi, tac, donc, hop là. Annulation en pi, annulation en 0, je sais que les gens n'ont pas l'habitude de faire ça, moi j'aime bien, ça me dérange pas, voilà, annulation 0 ici, bon, ok. Donc le sinus, on a dit qu'il était positif, puis négatif, là on va être négatif, puis positif, puisqu'on est du signe de moins sinus. Bon, si certains veulent s'embêter à mettre moins x, etc., bon pourquoi pas, bon, je peux y aller cash comme ça, tac, donc g, et là, il n'y a pas d'annulation autre qu'en 0 et en pi, si je vous raconte des bêtises, g' de x, bien sûr que si, en 2pi ça s'annule, bon, il faut peu... On n'a pas l'habitude de mettre des zéros sur les bords, c'est pas la fin du monde, mais ok. G est donc strictement décroissante ici, sur cet intervalle, strictement croissante sur cet intervalle, et ils veulent le tableau de signe de variation complet de G sur 0 de pi. G de 0, on a dit que ça faisait 0, on a vu que ça faisait 0 parce que ça fait 0 fois ce que vous voulez, 0 fois 1 ici, 0 moins 0, puisque sinus de 0 ça fait 0, donc ça fait 0. Oui, bon, c'est vrai que je vous fais... ça vous permet de réviser aussi les valeurs évidentes des fonctions trigonométriques. G de pi, ça nous fait pi cos pi moins sin pi. Cos pi, ça fait moins 1. On lit en abscisse. Ici, quand l'angle est ici, bon, ça fait moins 1 pour l'abscisse. Là, c'est sartrigo, donc de rayon 1. Donc ça fait moins pi, moins sin pi. Donc moins sin pi, ça fait 0. Sin pi, ça fait 0. Donc ça fait moins pi ici. Ça a l'air cohérent. Si vous voyez que vous descendez de 0 à 2 pi, attends, il y a peut-être un problème. Et G de 2 pi, ça nous fait 2pi cos de 2pi moins sin de 2pi. Sauf que cos de 2pi, ça fait 1. On est là, quoi. 2pi moins 0, puisque sinus de 2pi, ça fait 0, ça fait 2pi. Ok, ça a l'air cohérent. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas d'incohérence frappante. Alors, tac, le tableau de signe de variation complet de G sur... Voici, voilà, on va dire une phrase de politesse. Voici le tableau de variation complet de G sur 0 de pi. Ou alors on en déduit le tableau de variation complet de G sur 0 de pi, et c'est bon. Ok. Montrer qu'il existe un unique réel alpha appartenant à pi de pi, tel que G de alpha égale 0. Alors bon, pas trop de mystère, je pense, entre nous. On va travailler là, corollaire du TVI, je pense spoiler personne, j'espère en tout cas. Donc G est continu sur pi de pi, car dérivable, et elle est strictement monotone, et en particulier ici strictement croissante, je me permets cette abréviation que vous ne vous permettez pas le jour J, sur cet intervalle. Intervalle. Alors, c'est pas bien de tricher sur intervalle, de tricher interville, mais ça... Pardon. Alors, strictement croissante sur cet intervalle, G de pi, on m'a dit que c'était... Enfin, j'ai vu que c'était moins pi, G de 2pi, ça fait 2pi, et 0, puisque moi je cherche le nombre éventuel, ou l'existence éventuelle et l'unicité éventuelle de solution de l'équation G de x égale 0, et 0, le fameux 0 là, l'ordonnée qui est là, elle est bien comprise entre moins pi et 2pi. 0 appartient bien à moins pi, 2pi. Il existe donc, tac, 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 strictement croissante, je souligne un peu, 0 qui appartient bien au truc, d'après le corollaire du TVI, je reprends l'énoncé, il existe un unique réel alpha, ils l'ont appelé alpha, appartenant à pi de pi, tel que G de alpha égale 0. Ok, ils nous embêtent pas avec des encadrements, des trucs, des machins, ok, c'est pas le but, ok. Tant mieux, ça m'arrange. Bon. En déduire le tableau de signe de G sur 0 de pi. Bon, qu'est-ce que je sais sur G? J'ai ces variations. J'ai le fait que G s'annule en un et un unique alpha ici. Bon, G s'annule en 0, je le vois. Bon, elle s'annule plus après. Hein. De toute façon, ils auraient pu me poser la question sur 0 de pi. Bon, il n'y a que 0 ici. Puis on ne fait qu'être strictement négatif, puisqu'on est strictement décroissant ici. Le signe de G ici est strictement négatif après 0. On est encore strictement négatif, et à un moment, on va valoir, en alpha, on va valoir 0.
Donc, le tableau de signes de G sur 0 de pi est assez simple. Hop. Tac, tac. G de x, hop. Alpha ici, que je ne connais pas, c'est normal. Annulation alpha. Négative, si je dis pas de bêtises, avant alpha. On a dit nul en 0. Positive après alpha, et puis c'est tout. Voilà le tableau de signes de G de x sur 0 de pi. Ok. Alors, petite phrase peut-être d'accompagnement, puisque j'ai le temps. G. Est-ce que... Non, pas forcément... Bon, alors, G de 0 égale 0. Je fais du zèle, j'ai tendance à faire du zèle. Et G strictement décroissante sur 0 pi. Donc, pour tout x appartenant à 0 ouvert pi, G de x est strictement négatif. G strictement croissante sur pi de pi et G de alpha, avec alpha qui appartient à pi de pi, égale 0, avec alpha appartenant à pi de pi. Donc, pour tout x appartenant à pi alpha ouvert, G de x est strictement négatif. Pour tout x appartenant à alpha ouvert, pi fermé, G de x est strictement positif. Plus grand que... Ça, c'est G de alpha, je rappelle. Donc, pour tout x inférieur à entre pi et alpha, G de x est inférieur à G de alpha, et pour tout x appartenant à alpha pi, G de x supérieur à G de alpha. Ok. Alors, tac, tac, tac. On considère la fonction f définie sur 0 ouvert de pi fermé par f de x égale sinus x sur x. Déterminer le sens de variation de f sur 0 ouvert de pi fermé. Bon, voilà, là j'ai condensé pas mal de questions. Ils ont vraiment prémâché un peu le travail dans l'énoncé. Bon, bah, f est dérivable sur 0 ouvert de pi fermé par quotient dont le dénominateur ne s'annule pas. Les fonctions en question, j'allais dire de fonctions dérivables, donc f de x, on a dit que c'est sinus x sur x, donc je l'obtiens par quotient de la fonction sinus et de la fonction qui a x associe x, et en bas, la fonction qui a x associe x, eh ben, elle ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc le dénominateur, puisque j'ai exclu 0, donc le dénominateur ne s'annule pas, je ne suis pas très appliqué à l'écrit là, de telle fonction. J'ai une plus jolie écriture d'habitude, je dis souvent ça, mais de telle fonction pour dire de fonction dérivable. Alors pour dire de telle fonction, je vais dire f est une fonction dérivable, comme ça on m'embête pas. Pour dire de telles fonctions qui sont des fonctions dérivables sur 0 de pi. C'est des détails. Hein. Alors ok, déterminer le sens de variation, ok, bon bah pour tout x appartenant à 0 ouvert de pi fermé, que vaut f' de x, dérivé d'un quotient, sin x sur x on a dit, donc dérivé de sin ça fait cos x, donc u sur v je dérive, ça fait u'v moins uv' divisé par v au carré. Donc u' de x fois v de x, qui n'est autre que x, moins u de x fois v' de x sur x au carré. F' de x est donc égal à x cos x moins sin x sur x carré. Bon, f' de x est du signe du numérateur qui est pas très joli, sauf, voilà, c'est ça où je leur en veux un peu, parce que eux dans l'énoncé, bon moi l'élève peut le voir, dans des sujets un petit peu plus difficiles, voilà, on ne dit pas l'élève, et c'est à l'élève, parfois même c'est dans la partie précédente, ou que sais-je, oh bah c'est g de x, ce que j'ai au numérateur. L'énoncé là le disait clairement, montrer que c'est égal à machin, et c'était un peu dommage. Du signe de, donc ça, pardon, j'aurais pu dire que c'est égal à g de x sur x au carré, en reprenant la fonction g précédente, f' de x est du signe de g de x sur 0 ouvert de pi fermé. D'où le tableau de signes de f' de x et le tableau de variation de f' sur 0 ouvert de pi fermé. Qu'en est-il? Hop, on exclut 0. f' de x. Hop. On sait que voilà, le signe de g est juste là. Alpha qui est un réel que je ne connais pas, qui est entre pi et 2 pi. Hop. Tac, plus 2 pi. Et donc f va être strictement décroissante sur 0 alpha, strictement croissante sur alpha de pi. Sachant même, pour être précis, et là je fais du zèle encore une fois,
que alpha appartient à pi ouvert de pi ouvert. Parce que G de pi ne fait pas 0, ne fait évidemment pas 0, et G de 2pi ne fait évidemment pas 0. Tac, tac, tac. Donc en fait, qu'il n'y a pas une histoire de, en fait, on est sur le même point sans s'en rendre compte, quoi. Que là, c'est un même point et que dire strictement croissante d'un point à lui-même, c'est un peu bizarre. Alors, F, tac, tac, tac. Là, si je veux accompagner, pour être poli, pareil. Je le ferai pas, je le dis à l'oral, là, puisqu'il me demande pas forcément un tableau de variation, il me demande les variations, le sens de variation de F sur 0 ouvert de pi fermé. Bon, F est strictement décroissante sur 0 ouvert. Alpha, fermé, ouvert, c'est pas important. Vous pouvez fermer en alpha, par exemple. Et strictement croissante sur alpha fermé de pi fermé. C'est pas grave si vous refermez en alpha, c'est pas un problème. Ok. Tac, tac, tac. Il faudrait l'écrire le jour J, ça serait mieux. J'ai juste la flemme, moi, vous me pardonnerez. Déterminer la limite de f en 0. Alors, bon, là j'ai peut-être été un peu dur dans la suppression de l'indication, quoique ça rend peut-être un peu plus intéressant la chose. Eux, ils ont dit, enfin, je spoil un peu, parce que ma correction, là, que je vais corriger tout de suite, déterminer la limite de f en 0, ils disent, en utilisant un taux d'accroissement. Donc vous êtes gentil, effectivement, un taux d'accroissement, c'est pas ce qu'on a de plus habituel dans les sujets de bac, mais en le disant, bon, on gâche un peu le plaisir. Donc effectivement, je reconnais une forme indéterminée déjà, si je fais un calcul simple. Ça, le numérateur tend vers 0 lorsque x tend vers 0, les dénominateurs aussi, bon, je vois pas trop comment factoriser, que faire, etc. Je suis un peu bloqué, à part si je reconnais que pour tout x appartenant à 0 ouvert de pi fermé, je constate que f de x, c'est sinus x moins sinus 0. Sinus 0, ça fait 0, donc je le fais apparaître puisque ça m'arrange, sur x moins 0. Or, sin, je sais qu'elle est dérivable en 0. Est dérivable sur R, et en particulier en 0. Et je sais que sinus prime, que sur R tout entier, sinus prime, c'est cos. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de ça, par ce fameux résultat de cours qui fait le lien entre la limite du taux d'accroissement et le nombre dérivé en un point, je sais que ceci tend, lorsque x tend vers 0, vers sinus prime de 0. Donc, limite, lorsque x tend vers 0, de, je sais plus ce que je voulais écrire, de f de x, de sinus x sur x, on a dit, c'est sinus prime de 0, c'est-à-dire cosinus de 0, c'est-à-dire 1. J'hésitais sur la façon de formuler la chose, oui, la limite de f en 0, voilà. Je sais qu'elle existe et qu'elle vaut 1. Ce lien entre le taux d'accroissement, la limite du taux d'accroissement et le nombre dérivé lorsque je sais que la fonction est dérivable, c'est au rebours de ce que vous faisiez en première. En première, vous calculiez des limites, des bribes de calcul de limites avec les outils, les moyens du bord de l'époque, pour obtenir des limites de taux d'accroissement et dire, ah, donc voilà mon nombre dérivé. Là, on inverse le truc. On sait que la fonction sinus est dérivable en 0, donc ça me donne, ça me permet d'avoir gratuitement la limite d'un taux d'accroissement. Si j'ai besoin de la limite de ce taux d'accroissement-là, je peux l'obtenir. Ok. Alors, la limite de f en 0, très bien. Et la dernière question, celle qui m'a tapé dans l'œil pour ce sujet, parce que bon, rien de bien, j'ai pas envie de dire rien de bien difficile pour diminuer la difficulté ou quoi, toujours délicat quand on juge plusieurs années après des épreuves que les élèves subissent et sur lesquelles, qu'ils ont l'impression de trouver difficiles, etc. Bon, rien de bien difficile dans l'absolu, pour la 6, mais quelque chose d'assez élégant, d'assez original un peu. Montrer que R sur S, on considère de réel R et S strictement compris entre 0 et pi, on demande de montrer que R sur S est inférieur strict à sinus R sur sinus S. Qu'est-ce que c'est que ce bazar et quel rapport avec tout ce qui précède? Bon, j'ai envie de faire apparaître F dans l'histoire, moi. Je vois que, à maniement près, je peux faire apparaître F de R et F de S, quoi. Bon, donc là, mes deux réels R et S, ils sont compris entre 0 et pi ouvert. C'est le lien fondamental entre les variations d'une fonction et le fait de pouvoir appliquer cette fonction à des inégalités. À une inégalité ici en l'occurrence. R et S, donc 0 inférieur strict à R, inférieur strict à S, inférieur strict à pi, et F, la fonction F, est strictement, alors je l'ai perdu, c'était au recto de celle-ci, la fonction F est strictement, alors, décroissante sur 0 alpha. Je rappelle que pi c'est avant alpha. Et F, strictement décroissante, sur 0 alpha, donc, a fortiori, à plus forte raison, F strictement décroissante, sur 0 pi. Car, je rappelle, on a dit que pi était inférieur strict à alpha, même inférieur ou égal aurait suffi pour dire ce que je dis là, c'est vrai aussi, mais je sais même que pi est strictement inférieur à alpha. Ok, donc cet intervalle est inclus dans celui-ci.
a fortiori f est strictement décroissant sur 0 pi, donc si vous avez ces deux messieurs qui sont compris entre 0 et pi, et le premier est strictement inférieur au second, en appliquant f, en fait, eh bien, j'inverse le sens de... j'inverse la relation de comparaison entre les deux. F de R est strictement supérieur à F de S. C'est-à-dire, donc F de R, c'était sinus R sur R, est strictement supérieur à sinus S sur S. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai tout d'un coup changé mes S, sinus S sur S, bon, c'est pas grave. Et ce qu'on voulait de moi, c'est de montrer que R sur S, inférieur strict à sinus R sur sinus S. Ok. Je sens bien que je peux remonter le R, remonter le S, et ce que je trouve joli, c'est que pour bien réussir cette question, il faut justifier, voilà, proprement avec la monotonie stricte ici de la fonction que j'applique, et aussi, si je veux multiplier des deux côtés par R, et les deux côtés par S, rappeler ce que je fais, et rappeler que R et S sont positifs strictement. Ce qui permet de multiplier par R sans changer l'essence de l'inégalité, je vais le faire par étapes, même si on n'est pas obligé de jour J. Sinus R strictement supérieur à sinus S fois R sur S. Pardon, je me suis perdu dans l'argumentaire. Ok. De plus, R est strictement positif, on va y aller par étapes, j'ai bien fait. D'où sinus R sur 1. Et ce que je veux faire, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du signe de S, donc il m'intéresse de manière indirecte. Et sinus S strictement positif, parce que je rappelle que S appartient à 0 ouvert, pi ouvert. Zone, alors ici le sinus est positif, le sinus s'annule en 0 et en pi seulement sur cette zone, et entre 0 ouvert et pi ouvert, sinus est strictement positif. Donc, sinus S est strictement positif. Enfin, je peux diviser par sinus S des deux côtés. Je n'applique pas une fonction, hein. Je suis pas en train de parler de... Là, il y a beaucoup d'élèves qui confondent les choses en disant « Ah, la fonction sinus, les variations et tout. » Non. Je divise par sinus S des deux côtés, par le réel sinus S. Ce qui fait que sinus R sur sinus S est strictement supérieur à R sur S, c'est-à-dire que R sur S, inférieur strict, à sinus R sur sinus S. J'ai trouvé ça assez joli, trouvé ça assez élégant, voilà, un peu plus dur que d'habitude sur cette question. Ok, et là j'ai pas augmenté la difficulté de cette question-ci parce qu'elle était assez bien comme ça. Très bien, ça me fait penser à un document que je mets en avant chaque année dans cette période. Bon, je l'ai fait un peu tard là, mais je vous mets en lien en description vers mon site internet un document qui est une sorte de PDF de florilège de perles utiles, d'erreurs classiques à éviter le jour du bac, que j'ai pas spécialement mis à jour depuis 2025, depuis l'an dernier, mais qui contient déjà un paquet d'erreurs sympas, pas sympas justement, mais rigolotes qu'il faut éviter, notamment des histoires de division par des trucs négatifs sans s'en rendre compte, etc., pour des inégalités, etc. Bon, voilà, des erreurs assez usuelles, mais vous seriez peut-être bien avisé, à tête reposée, si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, hein, mais de dire, ah tiens, attends, ah oui d'accord, ça j'aurais pu le faire, ça j'aurais pu le faire. Éviter de tomber dans des erreurs un peu bateaux. J'espère que ça vous aura plu, je sais pas quand vous... Enfin, pour ceux qui regardent cette vidéo, la veille du bac ou autre, enfin la veille de la semaine du bac ou autre, bon courage, bonne chance, et pour ceux qui s'y exercent plus tôt dans l'année, voilà, ça vous permet je sais pas comment finir cette phrase, ça vous permet de vous y exercer, voilà, c'est redondant, de vous entraîner un petit peu plus tôt, de vous casser les dents un peu sur des sujets. Là, je vous ai complexifié un petit peu la difficulté par rapport à ce qui était prévu le jour J. Bon courage à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.